Notre série Discutons des idées va aujourd'hui aborder la question du mal et plus précisément l'insuffisance de la vision morale dans la question du mal. Et nous allons réfléchir à la lumière de l'essai sur le mal de Jean Nabert, qui va nous aider à saisir cette question du mal et quelles sont les limites lorsque nous abordons la question du mal du point de vue moral seulement. Comme nous le savons, le mal reste une réalité qui n'a pas sa raison d'être, mais qui pourtant est là. Il surprend et contredit les aspirations fondamentales de l'humanité. Il provoque l'éclosion d'émotions et d'idées qui secouent la conscience de l'homme et amorce un processus réflexif en vue d'une réponse susceptible d'apaiser la conscience atterrée et martyrisée. Mais la réponse à la question du mal n'est pas toujours évidente, car le mal demeure pour la raison humaine qui cherche à les comprendre un insaisissable. Il expose parfois à l'injustifiable et à l'absurde. Ainsi donc, tout effort de compréhension de la question du mal se révèle vain et vient se briser sur l'opacité du mal subi et sur le monde dans lequel la réalité du mal a élu domicile. On pourrait alors s'interroger sur le pourquoi de cet échec de l'intelligence humaine dans son entreprise d'explication du mal, ou mieux sur les pourquoi de l'échec de la vision morale du monde à faire la lumière totale sur la question du mal. Vouloir répondre à la question du mal du point de vue moral suppose l'existence des normes ou d'un devant être déterminé dont ce mal est la négation. Et dans ces cas, le mal serait la transgression de l'obligation du devoir. Quels seraient alors les devants êtres auxquels s'opposerait le mal que subit un innocent condamné dans le silence, dans l'ignorance ou dans la complicité de tous? Cette interrogation dévoile l'insuffisance de la vision morale dans la question du mal et dénonce la prétention à enfermer le mal dans le mal moral. Nous voulons donc, à la lumière des essais sur le mal de Jean Nabert, montrer que le mal ne se définit pas seulement par rapport aux normes. Ce n'est pas la référence aux normes qui nous fait dire qu'il y a l'injustifiable. C'est plutôt, estime Nabert, un acte intérieur qui, devant la réalité, déclare l'injustifiable. Pour Nabert, donc, c'est l'opposition entre la spiritualité pure et la structure du monde qui fonde rationnellement le sentiment de l'injustifiable. Nous allons donc aborder le premier point, la vision morale dans la question du mal, qui est notre thème de réflexion aujourd'hui. La réponse à la question du mal a le plus souvent suivi la ligne de la vision morale du monde qui rapporte le mal à la liberté humaine comme à son origine. Tout mal devient alors l'œuvre de l'homme et celui-ci a, par le fait même, le devoir de répondre de ses actes. Il apparaît donc que dans cette optique, l'explication à la question du mal ou toute tentative de réponse cherche à placer l'origine du mal dans une faute plus ou moins consciente de l'homme. En d'autres termes, le mal est perçu comme la conséquence d'un usage irresponsable de la liberté humaine. Il s'établit ainsi un lien tellement étroit entre le mal et la liberté que ces deux termes s'impliquent mutuellement. Le mal et la liberté se trouvent en une situation ou dans une situation de cohabitation. Dans le mal que parce qu'il est l'œuvre de la liberté. D'ailleurs, fait observer Jean Nabert, quand nous disons que quelque chose est injustifiable, nous avons à l'esprit l'idée selon laquelle les libertés humaines sont d'une manière ou d'une autre impliquées. Mais si les devants êtres
et son contraire n'ont des sens strictement que par la liberté et pour la liberté, il y a lieu de craindre que les dimensions du mal ne soient réduites à celles du mal moral proprement dit, dont on pense qu'il peut être et qu'il doit être, sinon supprimé, du moins progressivement diminué par le seul redressement de la volonté. Le mal deviendrait alors le moment, ou mieux l'occasion privilégiée des prises de conscience de la liberté humaine. La liberté serait ainsi pensée comme le libre arbitre du choix. L'homme choisirait telle chose plutôt que telle autre. Ainsi donc, son agir se manifesterait comme œuvre de sa liberté. Il pourrait par la suite découvrir qu'il aurait dû agir autrement. Le aurait dû agir autrement place l'homme en face des obligations non remplies. Dès lors s'établit un rapport entre le mal et l'obligation. Le mal peut alors être saisi comme l'infidélité à ses obligations, c'est-à-dire comme négation d'un devant être. Et vu sous cet angle, il n'est rien d'autre qu'une subordination de l'obligation et est caractérisé par une préférence qui ne devrait pas être. Par le fait même, la liberté qui lui est co-originaire est saisie comme pouvoir d'agir contre la loi. Le mal reste ainsi du début à la fin l'œuvre de la liberté humaine. Mais faire du mal l'œuvre de la liberté humaine, c'est admettre la possibilité de les saisir comme négation du devant être contre lequel se dresse cette même liberté. C'est ici que Naber se refuse d'entrer dans une conception intellectualiste du mal qui considère ce dernier comme une négation. Jusqu'ici, la vision morale dans la question du mal ne pose aucun problème parce que l'idée du mal se pose sur des contraires appréciés par rapport à une norme grâce à laquelle la conscience est assurée de soi et de son jugement, et elle l'est le plus souvent de telle manière qu'aucune question ne semble plus surgir touchant la nature ou les racines du mal. Il est donc certain, écrit Naber, qu'au centre des pensées sur le bien et le mal, l'on retrouve l'opposition de ce qui doit être et de ce qui ne doit pas être, selon la liberté et l'obligation morale. De là vient que l'idée du mal ou de ce qui ne doit pas être semble toujours retenir en elle-même quelques caractères qui lui vient de son rapport oppositionnel à l'acte moralement bon et voulu comme tel. Mais voilà que l'on se trouve en face des mots qui suscitent le sentiment d'être plongé dans une région où la norme, où les devants être, à la lumière duquel tout était jugé, ne compte plus. Ou encore, on se trouve en face des actes qui attestent, pour parler comme Naber, une causalité du moins dont la compréhension ne se laisse pas enfermer dans l'opposition de ce qui est valable et de ce qui ne l'est pas. Que devient alors le mal dans cette situation? On peut pousser plus loin en se demandant si, avec la réflexion du type transcendantal, la liberté liée à la question du mal constitue encore les pivots de l'approche morale. Comme nous le savons, le mérite de la réflexion du type transcendantal est justement d'avoir montré les limites de l'approche morale dans la question du mal en réintroduisant les caractères tragiques du mal que l'explication morale semblait écarter. On arrive ainsi à une sorte de brisure du lien liberté-mal ou un échec de la liberté devant le mal. Et c'est cet échec, c'est-à-dire l'impossibilité d'explication ou d'expliquer le mal du point de vue de la liberté de l'homme, qui le rend tragique et absurde. Tel est par exemple le cas de la souffrance du juste et de l'innocent, qui déborde toute
faute individuelle. Dans une telle souffrance, la raison s'incline devant la loi du silence parce qu'elle bute contre l'incompréhensible. Ainsi donc, toute possibilité d'explication qui allégerait le poids du mal est exclue. Le mal devient alors l'absurde par excellence, l'incompréhensible et l'injustifiable. Il appert donc que l'approche morale est insuffisante pour expliquer la question du mal si elle est en mesure de le faire par la loi de la rétribution. Elle se heurte par contre à une difficulté sérieuse lorsqu'elle se confronte à la souffrance du juste et de l'innocent. Car en effet, si nous avons quelques traditions bien constituées concernant le mal moral, le péché, nous n'en avons point concernant le mal subi, la souffrance, autrement dit, la figure de l'homme victime plutôt que de l'homme pécheur. L'homme pécheur donne beaucoup à parler, l'homme victime beaucoup à se taire. Nous allons maintenant aborder ce qui constitue le deuxième point de la réflexion d'aujourd'hui, les limites de la vision morale dans la question du mal. Une des limites de la vision morale est de percevoir le mal comme privation. Ici, la notion de privation évoque le manque de. Ainsi donc, parler du mal comme privation, c'est les comprendre comme un manque de ce qui devrait être, ou le manque du devant être dont ce mal serait la négation. Le mal demeure ainsi une privation, estime Naber, parce que l'on fait du devant être les reflets dans la conscience humaine d'une aspiration immanente à l'être ou d'un devoir de l'être. Cette aspiration se sentant contredite, la conscience humaine s'engage dans une recherche de la raison d'être du mal qui soit conciliable avec la présence d'un ordre éternel. Et de l'avis de Naber, cette recherche ne peut aboutir qu'en élevant à une plus haute puissance l'antinomie de la liberté et de la nature et en la considérant comme une des formes que revêt, dans la perspective du devant être de la moralité, l'opposition de ce qui relève d'une spiritualité pure et de ce qui relève du monde. Ainsi donc, comme nous le soulignions plus haut, les sentiments de l'injustifiable naît non pas de la perception du mal comme privation, mais du rapport antinomique entre une spiritualité pure, c'est-à-dire l'élan intérieur que porte l'être, et les réalités du monde extérieur. Il appert donc que la présence du mal ne doit pas être compris comme l'acte d'une liberté défaillante, transgressant une obligation. Car les déchirements d'un être par le fait d'une trahison ou les souffrances subies pour les causes les plus nobles sont des maux qui ne relèvent aucunement de la liberté de l'être déchiré ou souffrant. Ou pour employer les mots de Naber, de tous ces mots, nous affirmons qu'ils ne doivent pas. Mais ce n'est point en les rapportant à un impératif qui n'a pas été obéi. Ils ne sont pas dans la négation de ce qui se présente comme un devant être strictement défini pour une liberté que des déterminations relatives à l'homme d'une contradiction fondamentale entre l'idée d'une opération transparente à soi, parce qu'entièrement spirituelle, et ce qui est à la source des résistances aussi variées, aussi nombreuses que le sont les visages du monde et du mal. Pour Naber, le mal, qu'il soit voulu, subi, ressenti, participé, comporte toujours le sentiment d'un empêchement à l'épanouissement de notre être qui vient de plus loin que la volonté, même lorsqu'il paraît naître d'un acte de celui-ci ou coïncider avec sa perversion. Ces sentiments d'empêchement poussent l'homme à s'engager dans un processus d'auto-délivrance. Dans cet effort,
on peut discerner plusieurs possibilités. Un non, un refus, ou l'expérience d'une impuissance de sortir d'une situation où sombre la disposition de soi. C'est pourquoi, écrit Nabert, les plus frustes sentiments du mal, de ce qui ne doit pas être, précèdent l'idée d'un devant être déterminé, et non seulement le précède, mais souvent s'approfondit et s'assure de soi sans que nous puissions donner une figure au devant être, son contraire, comme on voit s'affirmer les sentiments de ce qu'il y a d'intolérable dans une certaine situation des rapports entre les individus ou le peuple, quoique nul ne puisse dire avec précision les devant être qui s'y opposent. Il ressort de ce qui précède que le mal ne suppose pas qu'on ait en tête un devant être déterminé. En d'autres termes, le mal n'est pas déterminé à partir d'un devant être dont il serait la négation. Si nous avons conscience du mal, c'est parce que nous portons en nous une exigence spirituelle qui est parfois en désaccord avec les réalités du monde. De la vie de Nabert, les sentiments du mal s'imposent de telle manière que la conception du devant être qui aurait été mise en échec devant devient plutôt dérisoire. Il serait donc naïf, estime-t-il, de croire que l'obéissance à certains impératifs suffit pour évacuer le mal ou pour saisir cette expérience douloureuse. Par contre, l'expérience du mal ne peut s'approfondir et s'affiner que si elle renonce à s'opposer au devant être strictement défini, comparable à un impératif. Et au fur et à mesure que se constitue la conscience humaine, dont la qualité se vérifie par la capacité de résistance au mal, elle découvre que ce n'est ni un bien actuel, ni un devant être déterminé qu'elle se réfère d'abord, ni à un bien actuel, ni à un devant être déterminé qu'elle se réfère d'abord pour dire ce qui ne doit pas être. Ainsi donc, elle oppose à la profondeur du mal une attitude qui passe les devants être sous toutes ses formes concevables. Ce n'est qu'à l'intérieur de cette opposition, estime Nabert, que se dessinent, ou mieux, se précisent quelques aspects du mal qui se découragent dans l'action ou l'amitié. Cette nouvelle perception de la question du mal est une invitation à changer de lunettes afin de considérer autrement le mal, et non toujours par rapport à un devant être qui risquerait d'être évacué d'un revers de main. Il faut donc, écrit Nabert, renoncer à se demander pourquoi il y a du mal ou comment le mal est possible dans un univers dont on a commencé de rapporter l'existence et la structure à un principe qui en garantit l'ordre ou la bonté.